Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie, Hélène et Adeline, nos trois intervenantes de cet après-midi. Merci à vous, entreprises participantes, de vous être inscrites à ce nouveau rendez-vous. Donc cet après-midi, le sujet qui nous intéresse, c'est le marché de la santé en Allemagne. On va voir ensemble cet après-midi, grâce à nos trois intervenantes, comment bien connaître ce marché, quelles en sont les opportunités. Donc, on va vous présenter les différentes facettes, les différents points clés du marché de la santé en Allemagne. Alors, on a souhaité faire ce webinaire en partenariat avec Biotech Santé Bretagne, dont font partie Hélène et Adeline. Merci à toutes les deux. Et aussi en partenariat avec Business France. Merci Mélanie pour ta présence et ton concours également. Donc, Mélanie va intervenir au nom de Business France vraiment sur la partie opportunité marché, faire un point sectoriel sur la santé en Allemagne. Et puis, dans un deuxième temps de webinaire, Hélène et Adeline vont nous présenter ou vous représenter, pour ceux qui connaissent déjà le cluster. Hélène et Adeline vont vous présenter donc Biotech Santé Bretagne. En quoi ce cluster, quel est le rôle de ce cluster, en quoi il peut vous aider si vous êtes adhérent ou pas encore au cluster et comment peut interagir le cluster par rapport à ces opportunités justement qui se dégagent sur le marché allemand de la santé. Donc, ce webinaire va vraiment vous permettre de découvrir toutes les spécificités du marché de la santé en Allemagne pour que vous les appréhendiez mieux. On va essayer de vous donner les clés d'approche et puis les clés de connaissance de ce marché. Alors, donc, nos trois intervenantes, comme je le disais, donc Mélanie Lozano, elle est chargée de développement santé à Business France. Hélène Le Pocher ou Le Pocher d'ailleurs, Hélène? On peut dire les deux. Moi, je préfère le pot cher, mais on peut dire les deux. Alors, Hélène Le Pocher, chargée de projet pharma et santé et nutrition santé au sein du cluster Biotech Santé Bretagne. Et Hélène, tu es aussi relais du pôle Atlan-Pôle Biothérapie. Et Adeline Jacob, qui est chargée de projet européen au cluster Biotech Santé Bretagne. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Mélanie, Hélène et Adeline en fin de présentation de ce webinaire. Comme le veut la tradition, je vais lancer la petite vidéo qui présente Bretagne Commerce International pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore nos services. La petite vidéo dure 4 minutes, c'est bien fait, c'est clair, concis, précis. Vous allez y retrouver toutes les infos clés sur ce que l'on peut vous apporter dans votre accompagnement à l'international. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne.
Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Voilà pour la présentation de BCI. Je vous ai mis ici une petite diapo sur BCI Info pour vous dire que ne stressez pas sur la prise de notes. La présentation qui va vous être faite là maintenant sera à votre disposition, soit en fin de journée, soit demain, sur BCI Info. Je vous enverrai un mail avec le lien pour que vous retrouviez donc la présentation qui va vous être faite cet après-midi. Le webinaire est également enregistré, donc vous pourrez revoir en podcast le webinaire, toujours sur cette plateforme BCI Info, sur laquelle vous retrouvez toutes les présentations de webinaires passés, les infos marchés, des études sectorielles, les tutos qui sont à votre disposition aussi pour vous aider dans votre commerce international, les guides, etc. Donc, si vous ne connaissez pas encore la plateforme BCI Info, l'accès se fait par notre site web et je vous encourage vraiment à découvrir cette plateforme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un autre point important, j'insiste vraiment sur l'interaction entre vous et les intervenantes pendant ce webinaire. On n'attendra pas la fin pour le temps de questions-réponses. Je vous encourage vivement à prendre la parole quand vous le souhaitez, au fil de l'eau, tout au long du webinaire pour intervenir, poser vos questions, exposer vos problématiques et partager vos expériences. Personne mieux qu'une entreprise ne sait parler à une autre entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas, si vous avez déjà des courants d'affaires en Allemagne, des partenariats ou des partenariats commerciaux ou technologiques d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager avec les autres participants et à poser vos questions au fur et à mesure de ce que l'on va vous dire pendant ce webinaire. Pour ça, c'est très facile. Vous avez à votre disposition le petit chat questions-réponses. Donc, écrivez-moi vos questions et puis je les lirai à haute voix au fur et à mesure qu'elles tombent. Si vous préférez, plutôt que d'écrire, prendre la parole, ça c'est très facile aussi. Vous levez la main et puis j'active vos micros. C'est toujours plus facile de s'exprimer oralement que par écrit. Donc, surtout, n'hésitez pas. Le mot d'ordre, c'est que ce webinaire se veut interactif. C'est le vôtre, c'est votre moment d'échange avec les 3 expertes qui sont avec nous cet après-midi. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander et à prendre la parole. On attaque, mesdames, le sujet donc de cet après-midi, le marché de la santé, à bien connaître, bien sûr, pour en saisir toutes les opportunités. Donc, premièrement, on va parler donc du marché de la santé en Allemagne. Mélanie va vous faire un exposé sur l'Allemagne tout d'abord en quelques chiffres. Hein. C'est indispensable de cartographier, de replanter le décor au niveau pays.
Ensuite, on va faire un petit point sur le système d'assurance maladie. On va parler ensuite des infrastructures de santé en Allemagne. Quelle est la situation de l'économie de la santé en quelques chiffres post-Covid, enfin, malgré la situation sanitaire. On va parler aussi du secteur des medtech, du secteur pharma-biotech. Un point sera fait également sur la réglementation européenne et la réglementation dans le droit allemand. Parce qu'en santé, évidemment, enfin, comme en France, le secteur de la santé a sa réglementation, donc c'est vraiment important de faire un petit focus là-dessus. On parlera aussi donc des opportunités commerciales. Qu'est-ce qui s'offre à vous, entreprise bretonne? Un petit rappel sur les bonnes pratiques, comment faire des affaires en Allemagne. Et puis enfin, en dernière partie, prendront la parole Hélène et Adeline pour une présentation du cluster biotech et santé Bretagne et tous les avantages et puis les actions que le cluster peut mener à vos côtés dans votre développement. Mélanie, je vais te laisser la parole. Donc, on démarre avec le premier point sur l'Allemagne en quelques chiffres. Très bien. Merci beaucoup Karen et merci beaucoup pour me permettre de présenter l'Allemagne. Avec plaisir. Du coup, bon, moi je suis basée à Düsseldorf, donc je suis la locale de l'étape. J'ai le plaisir du coup de vous présenter l'Allemagne qui est un pays voisin mais qui est un petit peu différent dans son fonctionnement par rapport à la France. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale pour bien comprendre et surtout bien se préparer. Parce que ce qui est important quand on va en Allemagne, c'est d'être bien préparé. Du coup, là, vous voyez en fait la présentation des chiffres de l'Allemagne en règle générale. Ce sont des chiffres qui sont avant le Covid, forcément. Là, d'un point de vue économique, l'Allemagne est aussi touchée par la crise actuelle, avec des chiffres qui sont pas bons, mais l'Allemagne se maintient quand même d'un point de vue économique. Même si à l'heure actuelle, la deuxième vague est beaucoup plus forte en Allemagne et a un gros impact d'un point de vue économique, mais on n'a pas assez de recul pour pouvoir en parler. Il y a une chose qui est très importante avec l'Allemagne et qu'il faut avoir à l'esprit quand on vient, c'est surtout ce côté fédéral et décentralisé. En fait, volontairement, je vous ai mis une carte qui ne présente pas l'Allemagne de façon géographique classique, mais c'est plutôt une carte du tissu économique et de ce qu'on appelle les sociétés du Mittelstand, donc des PME allemandes, qui sont vraiment le tissu industriel et le tissu économique de l'Allemagne et qui fait la force de l'Allemagne à l'heure actuelle. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est très régionalisé dans le sud et à l'ouest. Et ce qui est important et d'avoir à l'esprit, c'est ce que vous voyez en haut à droite qui est Berlin. Donc on a 3 points, alors je vois pas bien parce que j'ai les caméras dessus. C'est en fait le tissu économique ne se situe pas du tout autour de la capitale, mais plutôt sur d'autres points stratégiques qui sont la Rhénanie du Nord-Westphalie à l'ouest et les 2 Landes du sud qui sont le Bade-Württemberg et la Bavière. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister tout au long de la présentation, c'est ce côté décentralisé. Quand on vient en Allemagne, il faut vraiment visualiser l'Allemagne, pas forcément comme un marché unique, mais parfois, il y a plusieurs marchés dans le marché. Et ça fait toute la spécificité du marché allemand. Voilà. Et ça marche aussi quand on travaille avec des distributeurs. Souvent, le distributeur ne va pas avoir un impact national, mais plutôt régional. Donc voilà, je vais plutôt insister sur ça. Après, sur les relations franco-allemandes, etc., l'Allemagne est un gros client et un gros fournisseur de la France. Enfin voilà, je ne veux pas vous embêter avec tout ça. Non, ces chiffres sont sur cette diapo de toute ouais. façon. Alors ensuite, on parle du système d'assurance maladie. Alors, effectivement, quand on parle du secteur de la santé en Allemagne, ce qu'il faut vraiment, pour avoir une vision vraiment générale de l'Allemagne, il faut avoir en tête ce système d'assurance maladie qui est plutôt complexe, et je pèse mes mots quand je dis plutôt complexe, et où il y a beaucoup d'acteurs. En fait, quand on parle de l'assurance maladie, il faut avoir à l'esprit qu'il y a 2 systèmes d'assurance maladie qui fonctionnent en parallèle. Vous avez le système public et le système privé. Le système privé, pour commencer, on va être entre guillemets, qui est plus facile à résumer, en fait, c'est vraiment des contrats qui sont passés entre l'assuré et l'assureur. Il y a 45 caisses d'assurance privée. Et surtout, pour pouvoir être assuré au privé, il faut avoir un revenu minimum de 62 000 € brut par an.
Donc, on ne peut pas être assuré au privé si on n'a pas ce revenu minimum. Sachant qu'il faut aussi répondre à certains... Enfin, il y a des check-ups qui sont passés, etc., quand on veut souscrire à une assurance privée. Et ensuite, on a le système public qui représente 90% de la population allemande. Donc, c'est vraiment le système majeur du pays qui fonctionne un petit peu comme en France, comme la sécurité sociale française, sur de la contribution et des prélèvements sociaux pour être financé. La grosse différence, c'est qu'il existe 105 caisses d'assurance maladie publique différentes. C'est les assurés qui choisissent leur propre caisse. Et parmi ces caisses, on a des caisses publiques qui sont affiliées à des sociétés. Par exemple, Siemens a sa propre caisse d'assurance maladie, Audi, Mercedes, ils ont tous ces grands groupes allemands ont leur propre caisse d'assurance maladie. Et ça, c'est important, notamment dans ce qui est contribution, remboursement, etc. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de caisses différentes, mais il existe un catalogue commun de remboursement. C'est-à-dire que chaque caisse a ils font partie, pour les publics, il y a une fédération des caisses publiques et pour le privé, il y a une fédération des caisses privées. Et ces deux fédérations ont un catalogue de remboursement minimum commun et chaque caisse doit donner à ses assurés un remboursement minimum suivant ce qui est inscrit au catalogue. Toutefois, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que même si le produit n'est pas au catalogue, il peut toutefois être remboursé par une caisse. C'est-à-dire que chaque caisse garde la possibilité de rembourser des prestations supplémentaires. Je vais prendre un exemple, c'est la caisse de la Barmer, qui est une des plus grosses caisses allemandes, rembourse une application de méditation, l'application Calm de méditation. Elle rembourse cette application. Par contre, les autres caisses ne le font pas. Alors, quand je dis qu'elle rembourse l'application, il faut que l'application soit prescrite, mais c'est comme tous les dispositifs, il faut que ce soit prescrit. Là, ce qui implique ces deux assurances maladie en parallèle, c'est vraiment un système qui est un petit peu inégal, sachant que le privé est généralement mieux traité et mieux accueilli que le public. J'exagère un petit peu, mais c'est volontaire pour que vraiment ce soit visible. Généralement, les prestations de remboursement sont plus élevées effectivement dans le privé et les rendez-vous, il est plus facile d'avoir un rendez-vous médical quand on est assuré au privé qu'au public. Ils vont souvent être prioritaires, même si c'est en train de changer. C'est des choses qui sont encore visibles à l'heure actuelle. Et enfin, dans le système de santé et dans les évolutions et dans l'innovation et dans tout ce qui est subvention et investissement et direction, les acteurs de l'assurance maladie sont essentiels et sont une vraie force de lobby et d'influence. Donc, c'est vraiment des acteurs qu'il ne faut pas négliger quand on est concerné par les assurances maladie. Voilà. Après, d'un point de vue dépenses, c'est quand même l'assurance publique qui est le plus important. Il y a une assurance qui a été créée, je vais faire un petit aparté, c'est l'assurance dépendance. En fait, cette assurance a été mise en place il y a quelques années, notamment pour pallier le vieillissement de la population et surtout tous les traitements que cela entraîne et la prise en charge que cela entraîne. Et c'est surtout pour permettre le financement de la prise en charge à domicile. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour permettre de financer au mieux le système d'assurance maladie. Une chose que je n'ai pas dit, effectivement, c'est que les caisses d'assurance maladie jusqu'à cette année étaient excédentaires et non pas déficitaires. Et ça, c'est très important puisqu'elles ont quand même pour but de gagner de l'argent et donc de rembourser au minimum. Et ce sont des vraies sociétés. Donc voilà, c'est important aussi de le dire. Alors, on a une question de Sylvain à propos des prescriptions. Prescription égale médecin ou autre spécialité possible, infirmière, diététicienne. Alors, je ne comprends pas bien votre question. Je pense voir. En fait, effectivement, pour que en Allemagne, seuls les médecins prescrivent. Les infirmières ne prescrivent pas. Elles peuvent recommander. Mais la prescription doit être faite par un médecin. J'espère que je réponds à la question. Pour avoir le remboursement. Pour avoir le remboursement, en fait, pour pouvoir demander, parce qu'effectivement, les assurés ont un rôle proactif très important. Et c'est les assurés généralement qui vont demander à leur caisse s'ils peuvent être remboursés. Il leur faut une prescription pour pouvoir être remboursés.
Bon, Sylvain, je pense qu'on a répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai une autre intervention de Marie qui demande: l'assurance dépendance couvre-t-elle aussi l'ambulatoire et les maladies chroniques? Oui. Alors, il y a les deux assurances, l'assurance normale et l'assurance dépendance. La dépendance, c'est vraiment pour financer à la fois le stationnaire et aussi l'ambulatoire et tout ce qui est service de soins à domicile. C'est vraiment dans ce but-là, puisque vraiment, il y a un encouragement à maintenir les personnes à domicile. Donc, c'est dans ce but-là qu'ils ont mis en place cette assurance pour financer l'ambulatoire. Je pense que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Si, pour l'instant. Alors, il y a Sylvain qui a demandé la parole. Je vais ouvrir le micro. Si ça veut bien marcher. Voilà, Sylvain, votre micro est ouvert. Allez-y. Bonjour. Oui, merci. J'ai bien compris votre réponse par rapport au fait que les médecins sont les seuls à pouvoir prescrire et éventuellement d'autres spécialités peuvent faire du conseil. Mais vous avez dit quelque chose qui me paraissait intéressant, c'est que les patients, si j'ai bien compris, peuvent aussi être un peu à l'origine du remboursement. Vous pourriez détailler un peu ça, parce que ça m'a l'air assez original, on va dire, par rapport au concept français. Je sais, c'est effectivement les patients peuvent déjà proposer à leur médecin des nouvelles, des dispositifs ou tout type de dispositifs qui permettraient d'améliorer les soins. Et c'est les patients qui peuvent aller proposer ces soins à l'assurance. Ils font une proposition et après ils demandent à l'assurance de regarder si ce dispositif peut être remboursé et l'assurance peut l'accepter. Ils peuvent faire des demandes de remboursement sur des choses hors matrice. Alors, oui, ils peuvent demander hors matrice, mais du coup, l'assurance va regarder s'il y a des produits équivalents dans la matrice. Et si ce sont des produits qui sont déjà bien répertoriés et remboursés, ils peuvent aussi être à l'origine en disant oui. Mon état de santé fait que je pense que j'aurais besoin de ça. Oui, mais oui, ils peuvent demander, mais il faut qu'ils aient l'appui d'un médecin. Oui, c'est ça. Donc concrètement, il faut qu'ils passent d'abord par leur médecin Oui, il faut qu'ils passent par leur médecin d'abord. Donc finalement, on retombe sur le schéma prescription. C'est ça. D'accord. Mais cette force de proposition, ce que vous dites, c'est qu'elle est assez, elle est bien développée en Allemagne, quoi. Oui, elle est bien développée. On peut s'appuyer dessus, quoi. Oui. D'accord, c'est intéressant. Merci. Alors, j'ai une autre question de Sébastien. Comment se passe le processus de négociation avec une ou des caisses pour une prise en charge et quels sont les critères cliniques ou médicaux éco attendus? C'est un vaste sujet parce que ça peut être très très long. En fait, on est sur des processus de remboursement qui sont très longs avec beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Il y a à la fois, je vais parler d'un point de vue général, parce que, avant de parler par la caisse, d'un point de vue général, il faut faire la demande auprès je vais parler du public. Ça se passe un peu pareil pour le privé, mais pour le public, c'est peut-être... il faut faire une demande à la fédération qui va demander des critères. Alors, après, c'est spécifique produit par produit, donc j'essaye de généraliser parce que c'est vraiment spécifique produit par produit et c'est relativement compliqué. Il faut des critères qui sont des critères thérapeutiques, des critères de qualité, et il faut pouvoir prouver effectivement qu'il y a un bienfait thérapeutique apporté par le produit. Après, il va y avoir tout ce qui est technique, qualité, etc. Et aussi des critères économiques, bien sûr. Il va y avoir des critères économiques qui vont être faits à la fois par la fédération. Après, il y a un autre organisme qui s'appelle le GBA, qui lui est en charge aussi de regarder d'un point de vue économique si c'est économiquement viable pour l'assurance maladie. Il y a aussi les instituts, le BFARM, qui est l'institut d'enregistrement des dispositifs médicaux et des médicaments, qui est en charge de vérifier tout ce qui est qualité et sécurité, entre autres. Donc, il y a plein d'acteurs qui entrent en jeu et qui font que le processus il dure plus de 12 mois, voire plus. Vraiment, les processus d'enregistrement pour les remboursements sont relativement longs.
mais il me semble que en France, c'est aussi très long, donc c'est relativement long, et il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Et au niveau de la caisse, de chaque caisse, c'est un petit peu plus rapide. C'est vraiment une négociation plutôt une négociation assez proche de ce qui se fait quand on négocie avec un distributeur. C'est vraiment une négociation économique. On a répondu à votre question, Sébastien? Je vais prendre une autre question. Alors là, je n'ai pas le nom de la personne qui pose la question. La personne demande: l'assurance dépendance couvre-t-elle les solutions de prévention santé, type homéopathie, compléments alimentaires, etc.? Non. Non, l'assurance dépendance, c'est vraiment pour la prise en charge ambulatoire et technique. En fait, tout ce qui est, on va dire, médecine type homéopathie, compléments alimentaires, ça ne va pas forcément être remboursé. C'est même, je crois, plus remboursé depuis l'année dernière pour l'homéopathie. Et les compléments alimentaires ne sont pas remboursés. Ça, c'est bon pour cette question. Ensuite, Marie demande s'il y a un processus de remboursement spécifique aux innovations. Oui, j'allais en parler plus tard, mais je peux en parler maintenant et c'est pas très très grave. En fait, effectivement, pour l'innovation, il y a depuis le début de l'année 2020, il y a un nouveau programme qui est entré en vigueur là au mois de mai, qui est en fait c'est le digital, alors je vais le dire en français, le Digital Act Health, qui n'est pas du tout français, c'est de l'anglais, qui est donc on appelle la DIGA en abrégé, et en fait c'est un processus qui est un processus accéléré d'accès au remboursement pour les solutions de santé digitale type application ou objet connecté. Donc c'est pas toutes les solutions qui entrent dans les critères de cette DIGA, et ça permet en fait il y a toute une liste de critères qui a été émise pour pouvoir faire cette demande, qui sont des critères qui sont plutôt en fait pour permettre le suivi des patients à la fois à domicile, et le patient peut suivre son évolution lui-même, et aussi de pouvoir suivre à distance par le médecin, pas forcément en consultation. Et il y a des aspects aussi thérapeutiques qui doivent avoir lieu, et il faut pouvoir prouver des bienfaits thérapeutiques aussi. Et en fait, il y a toute une liste de critères qui sont très très clairement établis et qui sont sur le site du BFARM qui est en charge de ce programme-là. Et ce programme dure 3 mois déjà entre le moment où on dépose son dossier de candidature et l'acceptation. Et une fois que le produit a été accepté, au bout de ces 3 mois, en fait, il y a 12 mois de période d'essai, entre guillemets, qui permettent à l'entreprise de réunir suffisamment de données pour bien valider les bienfaits thérapeutiques de la solution. Et par contre, si au bout des 12 mois, les bienfaits thérapeutiques ne sont pas validés par le BFARM, à ce moment-là, la société ne sera plus remboursée. Tout en sachant que, la société, le produit, on s'entend, et tout en sachant que, encore une fois, il faut que ces dispositifs soient prescrits par un médecin. C'est clair pour vous, Marie? Bon, de toute façon, on va revenir là-dessus, et notamment sur l'innovation, tous les aspects e-santé, télémédecine, médecine numérique, etc. On va reparler de ça un petit peu plus tard. Je peux passer à la diapo suivante, peut-être, sur les infrastructures de santé. Alors, les infrastructures de santé, effectivement, donc il y a 1925 hôpitaux en Allemagne. Alors, il est souvent dit qu'il y a beaucoup trop d'hôpitaux en Allemagne. Avec la crise Covid, ça a été un peu remis en question cela, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont un petit peu obsolètes et qui sont en train d'être... on a une diminution du nombre d'hôpitaux d'année en année. Ce qui est important de savoir pour les hôpitaux, c'est 2 choses. La première chose, c'est la gestion des hôpitaux. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, en fait, la gestion des hôpitaux, il y a 3 grands acteurs qui interviennent dans la gestion, et je parle bien de gestion. C'est à la fois donc le public, qui est l'État, les communes ou les Landes, l'associatif. Donc là, quand je parle de gestionnaire associatif, c'est tout ce qui est Croix-Rouge, associations ecclésiastiques, AVO, etc., qui sont en fait très importants dans la gestion des problèmes de santé publique en Allemagne.
c'est eux qui vont être, donc ils vont gérer des hôpitaux et aussi des maisons de retraite et des centres de rééducation. Ils vont aussi être très importants dans la prévention auprès des populations. Donc ça, c'est un petit aparté. Et enfin, pour les gestionnaires, il y a les gestionnaires privés qui gèrent les hôpitaux et qui sont des sociétés privées qui gèrent les hôpitaux. Ça ne veut pas dire que les hôpitaux gérés par le privé sont des équivalents des cliniques françaises privées. C'est-à-dire qu'ils vont accueillir, ils accueillent tous les patients. C'est vraiment la gestion qui est privée. Alors, parmi les grandes chaînes d'hôpitaux privés, on a Helios, Sana, Run. C'est des grandes chaînes qui ont des hôpitaux qui sont généralement des hôpitaux spécialisés en orthopédie ou autre, mais ils vont aussi gérer des CHU. Par exemple, l'hôpital de la Charité à Berlin est en partie géré par la société Vivantes, qui est une société privée. Donc vraiment, on est plutôt sur de la gestion et pas, enfin c'est vraiment pour rentabiliser les hôpitaux. La deuxième chose qui est importante à savoir pour les hôpitaux, c'est au niveau des budgets d'investissement. Et on revient sur le côté décentralisé, c'est-à-dire que les budgets d'investissement et les plans hospitaliers en Allemagne se sont votés au niveau des Länder, ce qui signifie qu'il existe 16 plans hospitaliers différents, puisqu'il y a 16 Länder. Du coup, ces plans hospitaliers vont déterminer les investissements en hôpital de la région. Et ils vont aussi déterminer en fait les orientations, c'est-à-dire si la région souhaite orienter plutôt des disciplines type cardiologie ou digitalisation, etc. C'est au niveau de la région que tout se décide. Et ça équivaut aussi pour les hôpitaux, mais aussi pour les maisons de retraite et les centres de rééducation. On est vraiment sur une gestion qui est très décentralisée avec une compétence santé qui est au niveau de la région, au niveau du Land. Et ça, c'est vraiment important quand on souhaite travailler avec des établissements de soins. Et du coup, pour parler des maisons de retraite et des centres de rééducation, là, on voit que d'un point de vue répartition, on est plutôt sur de l'associatif. Et ça vient du côté traditionnel et de ce que je disais, qu'ils sont vraiment importants dans la gestion des enjeux de santé publique. Un petit aparté, c'est par exemple la Croix-Rouge qui s'occupe de faire tous les tests Covid et de gérer toute entre autres, il n'y a pas que la Croix-Rouge, mais ça montre vraiment l'importance qu'ils ont au niveau de la santé en Allemagne. Et on a aussi un développement des services de soins à domicile qui est très important et qui est soutenu en partie par l'assurance dépendance, comme je disais. Et en termes de groupes privés pour les maisons de retraite et les centres de rééducation, il y a 2 gros acteurs français qui sont très présents en Allemagne, Corian, qui est le numéro 1 en Allemagne maintenant, et Orpea, qui est le numéro 4. Donc voilà, il y a quand même, les acteurs français sont aussi présents sur ce segment-là. Du coup, au niveau donc pour passer à l'économie de la santé, j'ai oublié de dire en termes d'infrastructures, au niveau des pharmacies, je ne l'ai pas écrit sur la slide, mais il y a environ 20 000 pharmacies en Allemagne. Et les pharmacies ont un fonctionnement, il n'existe pas de groupe de pharmacies, on est uniquement dans des pharmacies individuelles qui sont indépendantes. Voilà. Au niveau de l'économie de la santé, le secteur de la santé, au sens très large du terme, c'est vraiment un secteur très important en Allemagne et ça fait partie des secteurs dont l'Allemagne est très fière et l'a encore montré à l'heure actuelle, notamment lors de la première vague avec des très gros groupes allemands qui ont été mis à contribution fortement. Et du coup, c'est un secteur que le gouvernement allemand regarde beaucoup. C'est quand même 12% du PIB. Allemand, et c'est une personne sur 6 en Allemagne travaille dans le secteur de la santé. Donc c'est vraiment un gros secteur et c'est un très gros pourvoyeur d'emplois aussi, ce qui montre la force de ce secteur-là. Alors on divise en 3 grandes sous-parties le secteur de la santé. La première grosse sous-partie, et qui est plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé, ça va être tout ce qui est lié aux soins médicaux et à l'approvisionnement en soins. Donc tout ce qui est établissement de soins type hôpitaux, centres de rééducation, maisons de retraite, les pharmacies. C'est vraiment toute l'économie qui est liée à la prise en charge, les cabinets médicaux, etc. Donc c'est vraiment toute cette économie qui est liée à la prise en charge de la population. La deuxième grosse partie, et qui est
et je vais y revenir plus tard après, c'est l'industrie de la santé qui comprend donc l'industrie medtech, l'industrie pharma et les biotechnologies, qui est un très gros secteur économique en Allemagne et qui représente à peu près un peu moins d'un quart du chiffre d'affaires de l'économie de la santé. Et enfin, on a le troisième secteur que j'ai appelé autre secteur, mais qui comprend en fait tout ce qui n'est pas lié à l'industrie medtech et aux soins médicaux, mais qui sont par exemple les services de consulting, tout ce qui est médecine dite alternative, compléments alimentaires et tout ce qui est aussi chiffre d'affaires généré par les assurances maladie. Donc, c'est vraiment tous les services autour et toute l'industrie autour du bien-être, etc., qui génèrent aussi un gros chiffre d'affaires. Tout en sachant que... Bon, non, pardon, excuse-moi. Tout en sachant qu'effectivement, c'est quand même une économie qui est fortement tournée vers l'exportation et qui est du coup très dépendante de l'export. Et ils sont en train enfin, du coup, c'est ce qui est le plus difficile à l'heure actuelle pour l'économie de la santé en Allemagne, c'est cette dépendance à l'export. On peut passer à la slide suivante qui est une présentation du secteur medtech. Donc le secteur medtech, c'est un très gros secteur avec des gros poids lourds comme B. Braun, Fresenius, Dräger, dont on a entendu beaucoup parler en début d'année, Levenstein aussi pour les respirateurs. Il y a vraiment des très grosses sociétés allemandes qui sont des groupes internationaux. Mais on oublie aussi souvent de parler, donc je reparle de ce fameux Mittelstand et de ce fameux tissu économique de sociétés de moins de 250 employés, qui sont des sociétés qui sont plus petites, plus flexibles, mais qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui sont très actives. Et surtout, ce sont des sociétés qui investissent beaucoup en R&D aussi et qui sont très ouvertes à des partenariats technologiques. Et ça, on n'y pense pas souvent pour faire du business avec l'Allemagne, et c'est relativement important, c'est qu'elle regarde beaucoup ce qui se fait à l'international en termes d'innovation, et ces sociétés font beaucoup de partenariats entre elles et des sociétés internationales pour co-développer des produits. Donc c'est intéressant aussi pour pouvoir mettre un pied sur le marché allemand, de penser à ce côté transfert technologique, ou en tout cas partenariat technologique, qui permet de mettre un pied dans le pays. Tout en sachant, après d'un point de vue purement économique, l'Allemagne, ça reste le premier marché des medtech, c'est le deuxième marché mondial, c'est presque 10% des parts de marché, donc c'est un gros marché avec beaucoup d'opportunités à saisir aussi. J'y reviendrai plus tard. Voilà. Et la France est que le 7e pays fournisseur, donc il faut regagner des places en termes d'échange entre l'Allemagne et la France. Au point suivant, le secteur pharma-biotech. Oui, alors l'Allemagne est connue pour son secteur pharmaceutique. Effectivement, c'est aussi un gros secteur. Et là, on parle aussi beaucoup du secteur des biotechnologies, et notamment à l'heure actuelle avec BioNTech et CureVac qui sont mis en avant avec la crise actuelle. Donc, ce sont des gros secteurs. L'industrie pharmaceutique, il y a des gros champions comme Bayer, Merck, Boehringer. Voilà, il y a des très grosses sociétés allemandes qui sont des gros groupes internationaux aussi. C'est aussi une industrie qui est un peu qui est très exportatrice, et surtout c'est une industrie qui est très regardée par l'État allemand, parce que souvent il est souvent dit que l'industrie pharmaceutique en Allemagne est un peu le miroir de l'économie allemande, c'est-à-dire que si l'industrie pharmaceutique se porte bien, et c'est pas forcément que l'automobile en Allemagne, ça veut dire que le pays se porte bien, et c'était plutôt le cas ces dernières années. L'année dernière a été une année assez difficile pour l'industrie pharmaceutique, et du coup l'économie allemande s'était ralentie, et c'est pour montrer un peu ce côté très important de l'industrie pharmaceutique en Allemagne. Du coup, c'est aussi une industrie qui est très innovante, avec, pour passer au niveau des biotech, un gros tissu économique autour de ces grosses industries pharmaceutiques, et un gros tissu de sociétés en biotechnologie, tout en sachant qu'en biotechnologie, plus de la moitié des sociétés biotechnologie font de la santé. Que ce soit de la medtech ou de la pharma, c'est vraiment
des orientations qui sont données dans la biotechnologie. Voilà. Juste en termes, j'en ai pas parlé pour les medtech, mais c'est un peu la même chose pour la pharma et la biotech, en termes de localisation géographique, et c'est important pour l'Allemagne. Ce sont des secteurs qui, comme je l'ai montré au tout début sur la carte, en fait, sont très localisés dans le sud de l'Allemagne, donc en Bavière, en bas de Württemberg. Dans la région de Francfort aussi, et notamment pour l'industrie pharmaceutique, et Sanofi par exemple, qui n'est pas du tout allemand mais français, qui est basé à Francfort, avec tout un tissu économique aussi, et la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est aussi qui a un tissu économique medtech et pharma très important aussi. Il faut avoir aussi à l'esprit que généralement les grands groupes allemands, quand ils sont implantés, autour de leur implantation, on a souvent tous leurs fournisseurs autour. Par exemple, Bayer à Leverkusen en Rhénanie du Nord-Westphalie va être entouré de tous ses CRO, de son industrie, de ses sous-traitants, de l'emballage, etc. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur un tissu économique très proche. Et je sais que c'est parfois un peu compliqué de faire changer les fournisseurs des gros groupes. Et enfin, une dernière chose en termes de financement, mais je pense de financement privé. Pendant très longtemps, les VC et les business angels allemands avaient du mal à investir dans le secteur pharma et santé, medtech, tout simplement parce qu'ils trouvaient que c'était trop risqué. Parce que les Allemands sont frileux, mais j'en parlerai à la toute fin. Ils n'aiment pas prendre beaucoup de risques. Du coup, là, depuis 2-3 ans, c'est en train de changer et il y a de plus en plus d'investisseurs allemands qui s'intéressent au secteur de la santé. Donc, si jamais vous êtes intéressé par des financements, ça peut être aussi un élément important d'avoir un VC allemand, notamment pour qu'il ouvre le réseau au sein du pays. Tu disais, Mélanie, que ce soit dans le medtech ou la pharma et la biotech, donc les gros acteurs, les gros faiseurs allemands ont tendance quand même à garder leur prix carré et à travailler avec les fournisseurs locaux. Alors du coup, est-ce qu'il y a, en termes d'opportunités pour nos entreprises bretonnes, il y a quand même des portes qui s'ouvrent, des Oui. appels d'offres ouverts. Enfin, comment ça marche d'ailleurs l'accès au marché? C'est par appel d'offres ou par opportunité? Après, tout dépend des segments, mais par exemple pour l'industrie pharma, je sais de source sûre que ils ont leurs fournisseurs effectivement locaux, mais souvent ils vont aller voir ce qui se passe ailleurs, ou ils vont être ouverts pour d'autres segments, notamment tout ce qui est ingrédients. Pour l'industrie pharma, ils vont aller voir à l'étranger ce qui se fait parce que c'est pas toujours ils n'ont pas forcément tous les ingrédients à disposition dans ce qu'ils recherchent. Et aussi, dans la sous-traitance pure et dure, s'ils cherchent une spécialité qui ne se fait pas chez leurs fournisseurs, ils vont pouvoir déléguer, dans d'autres sociétés. Donc, c'est vraiment, sur les marchés de niche, sur les segments de niche, il y a de la place. Sur les choses plus grandes, un petit peu moins, on va dire, concurrentielles ou de niche, c'est un peu plus compliqué, pour être très honnête. Par contre, sur les marchés de niche, là, il y a vraiment des opportunités à saisir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que l'on vient de dire, que ce soit dans la medtech, la pharma ou la biotech? N'hésitez pas encore une fois à intervenir, à poser vos questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer dans ces cas-là au point suivant. Alors là, d'ailleurs j'ai oublié, c'est les principaux clusters, il manque cluster dans le titre. C'est les principaux clusters en fait, parce qu'en Allemagne aussi, comme en France, il y a beaucoup de clusters et de regroupements de l'écosystème à la fois medtech et pharma. Et ce sont des clusters qui sont très actifs d'un point de vue réseau. Alors là, avec la crise, c'est un peu compliqué, mais ils font beaucoup d'événements, de networking, etc. Et ils sont très présents et en fait, il y a une grosse synergie entre l'industrie, les universités et les établissements et tout ce qui est institut de recherche. Et ces clusters sont en charge d'essayer de faire cohabiter tout le monde et faire travailler tout le monde ensemble. Et les clusters sont très ouverts à l'international. Pour citer les principaux et ceux qui sont les plus connus, les plus actifs avec un plus gros réseau, vous avez en Bavière Medical Valley, qui est à Erlangen, à côté de Nuremberg, et qui est pas loin du site de Siemens, Siemens Healthineers, qui est Siemens Medical.
Et vous avez BioM du côté, et du coup Medical Valley va être plutôt MedTech, et ensuite BioM à Munich, qui lui va être plutôt un cluster avec pharma, biotechnologie. Les autres clusters importants, c'est dans la région de Stuttgart, vous avez BioRegio Stern, qui est plutôt biotech, et vous avez Medical Mountain, qui est le cluster qui est dans la région de Tuttlingen, et la région de Tuttlingen est très connue pour son écosystème d'implants et du coup de prestations de services autour des implants, tout ce qui est implants pour les extrémités, enfin le rachis, etc. Donc voilà, il y a un gros écosystème dans cette région-là. Et enfin, il y a trois autres clusters qui sont intéressants. C'est celui de NRV, j'ai oublié le nom, le cluster médecine NRV qui vient d'être remis. Il n'existait plus et il vient de renaître de ses cendres, puisqu'il a de nouveau des financements de la région de Rhénanie-Westphalie du Nord, donc dans la région de Cologne-Düsseldorf, et qui lui est plutôt orienté sur la médecine digitale, santé digitale, et qui est très actif aussi, notamment pour promouvoir l'innovation au sein des établissements de soins. Un cluster qui est important, c'est celui de Hambourg, avec la région qui va travailler son écosystème dans la région de Hambourg et notamment Dräger, etc. Et l'assurance maladie Techniker Krankenkasse. Parce que aussi dans ces clusters, il y a aussi les assurances maladie, j'ai oublié de le dire. Et le dernier cluster. Qu'est-ce que tu veux dire que dans les clusters, il y a l'assurance maladie? En fait, les clusters regroupent aussi les assurances maladie des assurances maladie ont des hubs innovation qui vont promouvoir des startups ou des sociétés qui ont des innovations et qui peuvent aussi les financer. Ils vont leur donner des subventions. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce qui se fait dans les clusters pour voir aussi quelles sont les orientations des caisses d'assurance maladie. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire que les caisses d'assurance maladie, et ce que je disais dans le côté influence des caisses d'assurance maladie, c'est que certaines caisses ont en plus des hubs d'innovation pour promouvoir des nouvelles technologies. Et le dernier cluster dont je voulais parler, c'est celui de Berlin, Berlin-Brandenburg, qui, en fait, Berlin, pendant très longtemps, s'est orienté très tech. Et du coup, ils ont aussi fait la même chose du côté santé. Et donc, ils ont un gros cluster tech santé, où il y a un gros écosystème de startups. Doctolib, par exemple, est à Berlin et du coup est suivi par ce cluster. Et surtout, il y a énormément, déjà, il y a l'hôpital de la Charité qui draine beaucoup de startups et beaucoup de spin-off. Et la région Brandenburg aussi, avec beaucoup de biotech. Voilà, pouvoir un petit peu avoir l'écosystème rapide des gros clusters. Après, il y a d'autres clusters, mais c'est vraiment ceux-là qui sont assez parlants en Allemagne. Comment on les contacte, ces clusters? Est-ce qu'il y a un accès à privilégier si on veut rentrer en contact avec les projets collaboratifs ou autres de ces clusters? Il y a un annuaire? Il y a un annuaire de clusters en Allemagne qui s'appelle c'est clusterplatform.de ou Platform Cluster, je ne sais plus dans quel sens, je ne l'ai plus en tête. Et en fait, donc c'est un annuaire qui regroupe tous les clusters allemands et toutes disciplines confondues. Hein, mais on peut choisir du coup par secteur, par sous-secteur. Et sur cet annuaire sont décrits les projets sur lesquels ils travaillent à l'heure actuelle et quelles sont leurs orientations et quels projets ils veulent mettre en avant et sur quoi ils travaillent et les prochains événements, etc. J'ajouterai sur cette diapo du coup le site web de l'annuaire. Alors, on a deux questions. La première de Marwan. Question sur le secteur du diagnostic, mais peut-être cela sera-t-il abordé plus tard. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut en parler maintenant. Eh ben, allons-y maintenant, comme ça la question sera traitée. Sur le secteur des diagnostics? Oui. Alors le secteur des diagnostics, c'est un gros secteur aussi qui est. Parce que je vois que Marianne, je vais peut-être qu'une précision. C'est ce que j'allais proposer, mais il a été plus rapide que moi. Je vais vous donner la parole, Marwan. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour Marwan, oui, tout à fait. Super, merci de me donner la parole et pour toutes ces informations qui sont très intéressantes. J'ai une question relative effectivement au diagnostic, mais surtout sur la partie diagnostic de biologie médicale. Je voudrais savoir si le marché allemand est structuré peu ou prou de la même façon qu'en France, c'est-à-dire avec
des analyses de biologie médicale qui sont réalisées en libéral, d'une part, au sein des cabinets et des laboratoires de biologie médicale classiques que l'on connaît qui ont pignon sur rue, et d'autres sur des diagnostics plus particuliers gérés par des pharmacies hospitalières ou des labos de biologie médicale hospitaliers. Donc sur cet aspect-là, est-ce que c'est fondamentalement différent en Allemagne ou pas? Alors, sur la partie libérale, c'est très proche de la France. On est dans un fonctionnement qui est quasiment pareil, qui fonctionne pareil. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Là où il y a une grosse différence, c'est sur le côté pharmacie hospitalière et diagnostic hospitalier. C'est-à-dire que, j'en ai pas parlé parce que c'est encore plus technique, mais en fait, il y a une volonté de réduire les coûts des hôpitaux, mais comme on voit partout. Et notamment, la partie analyse et diagnostic est fortement sous-traitée pour économiser. Donc, il y a beaucoup de laboratoires privés d'analyse qui s'occupent de la partie diagnostic des hôpitaux, et ce n'est plus au niveau des pharmacies hospitalières, c'est vraiment sous-traité à des laboratoires privés. Alors, pour donner quelques noms de laboratoires privés, vous avez Sonic Healthcare, LADR, j'ai plus les autres noms, Amedes, je crois, qui en fait ils sont eux, pour le coup, le système des labos et de tout ce qui est diagnostic est très privatisé, et ils gèrent des labos en Allemagne, dans toute l'Allemagne, mais c'est très décentralisé, et les hôpitaux font de moins en moins d'analyses en Est-ce que vous direct. pourriez juste répéter les trois acteurs que vous avez cités? Alors, vous avez LADR, Amedes, Sonic Healthcare, et il y en a deux autres qui sont, mais j'ai pas les noms en tête, je suis désolée. On pourra les donner peut-être ultérieurement. On pourra redonner ces noms-là après le webinaire. Merci beaucoup. On pourra vous redonner ces noms-là. Je peux désactiver votre micro. Marwan, on a fait le tour de votre question? Oui, merci. Parfait. Hop. Alors, je baisse la main et j'ai une autre question. Si tu veux bien, Mélanie. Juste par rapport au laboratoire, si vous voulez aller voir l'organisation des laboratoires, vous pouvez aller sur le site, alors ça s'appelle vup.de, c'est vup.de, et c'est les laboratoires indépendants d'analyse au sens large, et aussi d'analyse médicale. Et ça donne un petit aperçu. D'ailleurs, il y a SynLab, si vous m'entendez, il y a SynLab en laboratoire. SYNALB. Voilà, pardon. Non, mais tu fais bien de préciser. Je vais rajouter ça aussi sur la diapo. Donc, question de Sébastien, comment fonctionnent les clusters à l'égard des entreprises étrangères? Alors, il y en a certains qui... Alors, ça tout dépend des clusters. Certains sont ouverts à des... on peut devenir membre de certains clusters sans avoir de siège en Allemagne. Je pense par exemple à MedTech Pharma à Nuremberg, ou même Medical Valley, il me semble que c'est la même chose, mais il faut que je vérifie. Donc certains sont très ouverts à ce qu'on devienne membre sans avoir de siège en Allemagne. D'autres, c'est différent. On est sur des fonctionnements comme en France, où certains sont très régionalisés, donc il faut avoir un siège dans la région. Mais pour devenir membre, c'est pas forcément compliqué. Par contre, ils sont aussi très ouverts. Je parle bien des clusters, sont très ouverts à répondre à des questions de sociétés étrangères. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ils vont être tout va dépendre des questions, mais ça, c'est comme partout. Sur ce point-là, ils sont relativement ouverts à intégrer des sociétés étrangères. Est-ce qu'il faut obligatoirement être membre du cluster pour fournir, ou travailler avec le cluster? Ça, c'est une bonne question. Je sais que, par exemple, Medical Valley, il n'y a pas besoin d'être membre parce qu'ils font des prestations de services, de recherche de partenaires. Mais après, sur les autres, je ne pourrais pas répondre. Il faut que je me suppose renseigne. que ça dépend, comme beaucoup d'autres choses, du cluster à lui-même, mais ça vaut le coup de se poser la question. Alors, il n'y a pas d'autres questions, on va avancer sur les autres parties. Donc, si personne n'a de questions sur ces clusters, on va passer au point suivant, sur la réglementation.
Alors, la réglementation, en fait, ce qui est l'avantage de l'Allemagne, c'est que ça reste quand même l'Union européenne. Donc, au niveau de la réglementation, on est sur de la réglementation européenne. À partir du moment où vous êtes carré sur la réglementation en France et du coup au niveau européen, il n'y a pas de souci en Allemagne. Il n'y a pas besoin d'être enregistré en Allemagne, en plus d'être enregistré en France. Donc, ça, c'est relativement important. Le gros changement qui va avoir lieu, et ça c'est plutôt pour les dispositifs médicaux, c'est vraiment la mise en place de la MDR, donc la Medical Device Regulation, qui entre en vigueur l'année prochaine, donc le 26 mai 2021, et qui va vraiment changer un peu tout. Mais normalement, ça aurait dû entrer en vigueur en 2020. Ça a été décalé, donc a priori, il n'y a pas de problème différent. Juste pour parler, c'est du coup en Allemagne, la réglementation européenne et est-ce qu'on peut juste changer la slide? Voilà, la réglementation enfin le droit allemand, ce n'est que de la duplication du droit européen et des réglementations et des directives européennes. Donc, enfin voilà, c'est la MPG pour les dispositifs médicaux et la AMG pour les médicaments, qui sont les deux grosses lois fondatrices et qui réglementent et qui régulent en fait toute la réglementation autour de ces gros segments. À savoir à savoir pour venir sur le marché allemand, les prérequis, c'est avoir un marquage CE, pouvoir prouver la qualité et la sécurité du produit, et à pouvoir apporter une preuve de l'effet thérapeutique. Alors, généralement, ce sont via des études cliniques. La question que moi, on me pose souvent concernant l'étude clinique, c'est est-ce que l'étude clinique doit être faite est-ce que si elle est faite en France, cela suffit pour pouvoir vendre en Allemagne et proposer le produit en Allemagne? Alors, généralement, normalement, c'est censé être suffisant. Je dis bien censé parce que je vais faire une phrase très allemande, c'est-à-dire que l'étude clinique n'est pas forcément obligatoire, mais elle est fortement recommandée, ce qui sous-entend qu'il vaut mieux avoir une étude clinique en Allemagne. Mais voilà, ce n'est pas forcément obligatoire de proposer des études cliniques qu'en Allemagne pour aller sur le marché allemand. Une dernière chose concernant les organismes importants en Allemagne, il y a le ministère de la Santé allemande au niveau national, au niveau fédéral, tout en sachant que chaque land a son propre ministère de la Santé. Donc c'est ces ministères qui vont orienter donc à la fois les budgets d'investissement pour les hôpitaux, mais aussi tout ce qui est campagne de promotion, tout ce qui est campagne de prévention, pas de promotion, tout ce qui est mise en place comme le manger bouger, ou enfin voilà, tout ce qui est prévention. Et c'est eux qui vont donner aussi des subventions au niveau local pour tout ce qui est financement d'entreprises, ou tout ce qui est financement de projets de développement, de projets, et aussi des projets internationaux, c'est-à-dire entre la région et un pays, à l'étranger. Donc ça, c'est des acteurs qui sont importants pour connaître les orientations politiques. Et ensuite, d'un point de vue totalement pratique, l'institut qui est important, c'est l'Institut fédéral pour les médicaments et les dispositifs médicaux, donc le BFARM, qui, lui, s'occupe de tout ce qui est enregistrement et autorisation de mise sur le marché, si ce n'est pas déjà fait en France, pour les médicaments et les dispositifs médicaux. Et c'est aussi l'institut qui s'occupe des remboursements, d'acceptation des dossiers d'un remboursement, notamment pour la DIGA aussi, et de la surveillance des produits et de la qualité. Les opportunités, c'est ce qui nous intéresse le plus. Effectivement, comme je l'ai dit, l'Allemagne est un pays occidental qui connaît des gros problèmes de santé publique, comme dans beaucoup de pays occidentaux, qui est le vieillissement de la population, le développement de maladies chroniques, notamment liées à l'obésité, le développement du diabète, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il y a vraiment des problèmes de santé publique qui doivent être pris en charge. Et donc, il y a malheureusement, pour parler très cynique, il y a des opportunités à saisir, notamment dans les aides techniques, dans les dispositifs de suivi à distance des maladies chroniques, dans tout ce qui est dispositif pour répondre à ces enjeux de santé publique.
tout ce qui est prévention aussi, voilà, il y a vraiment tout un champ de possibles de ce point de vue-là. Dans tout ce qui est nouvelles thérapies aussi, il y a beaucoup de demandes en oncologie, en neurologie, tout ce qui est, encore une fois, pour rejoindre le côté vieillissement de la population, tout ce qui est aussi démence, Alzheimer, etc. Il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce domaine-là et avec beaucoup de nécessité de traitement et de prise en charge. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent avec beaucoup d'opportunités très techniques. Tout ce qui est segment de niche, comme je le disais plus tôt, et aussi sont des segments qui sont aussi des opportunités à saisir et qui sont pas forcément toujours bien traités par les sociétés locales qui ont tendance à faire ce qu'elles savent faire et vont pas forcément aller faire de la niche. Donc tout ce qui est sur mesure, etc., ça peut être intéressant pour le marché allemand. Et enfin, donc j'en ai parlé plus tôt, donc je ne vais pas trop en redire, mais tout ce qui est digitalisation du secteur. C'est vraiment une orientation qui est poussée par le gouvernement fédéral, c'est de digitaliser le secteur de la santé, que ce soit les établissements de soins, mais aussi au sens large du terme, puisque l'Allemagne avait pris énormément de retard dans ce segment-là. À titre d'exemple, je sais que ça fait sourire, mais beaucoup de pharmacies utilisent encore le fax et les distributeurs aussi. Quand on veut s'adresser à des distributeurs et des pharmaciens, il faut leur envoyer un fax. C'est toujours, voilà, ça rappelle des bons souvenirs. Donc voilà, il y a encore un gros problème d'un point de vue digitalisation dans ce segment-là en particulier. Au niveau des établissements de soins, tout ce qui est système d'information, tout ce qui est appareil connecté, tout ce qui est suivi des données vitales, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce segment-là. Tout ce qui est téléconsultation, télémédecine. Il y a eu un vrai élan avec la crise actuelle. C'était un élan qui avait déjà commencé avant, mais là, ça s'est accéléré forcément. Et du coup, il y a vraiment, de ce point de vue-là, nouvelle technologie, digitalisation, il y a vraiment des choses à faire dans ce segment-là. Et enfin, je vais finir sur ça, et ça, c'est vraiment dû à la crise actuelle. Il y a une réelle volonté de la part des Allemands de sécuriser les approvisionnements et de se recentrer sur les pays voisins en termes d'approvisionnement, donc tout ce qui est ingrédients, tout ce qui est packaging, emballage, vraiment fournisseurs de l'industrie. Il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Je sais que ce n'était pas que en Allemagne, mais en l'occurrence, et il y en a encore là avec le vaccin aussi, les vaccins qui arrivent. Donc il y a vraiment cette volonté de se recentrer sur l'Europe pour, en tout cas, les ingrédients, ce qui est possible d'avoir en Europe, pour limiter les problèmes d'approvisionnement. On a une question de Sébastien. Existe-t-il des dispositifs de remboursement dérogatoires pour les tests de diagnostic in vitro? Et qu'en est-il du cancer? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des dispositifs dérogatoires, mais ça, pour le coup, c'est assez... Il faut que je me renseigne. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vais noter la question, Sébastien, et puis on reviendra individuellement vers vous après le webinaire. Malheureusement, je ne sais pas tout. Concernant le cancer, c'était la question, c'était ça aussi. Et qu'en est-il du cancer? Donc, je vais activer le micro, ce sera plus simple, de Sébastien. Comme ça, il va nous donner... Sébastien, normalement, votre micro est activé. Non. Voilà, ça y est. Vous avez la parole, Sébastien, si vous voulez Bonjour. En dire plus. Oui, merci pour toutes ces informations. On sait qu'en France, il y a un plan cancer qui a des vertus ou pas de vertus, chacun en jugera. Est-ce qu'en Allemagne, il y a des dispositifs ou des investissements spécifiques sur les problématiques du cancer, que ce soit dans le diagnostic ou sur le plan thérapeutique? Alors, il y a des plans, mais il y a des plans, par exemple, il y a un plan cancer du côlon. En fait, c'est très à l'amende, c'est-à-dire que c'est très spécialisé. Donc, il y a effectivement des plans, je sais qu'il y a le côlon, c'est sûr. Tout ce qui est oncologie, effectivement, et du coup, il y a des prises en charge particulières. Et il y a beaucoup de choses sont faites par rapport à la prévention.
D'accord. Pour éviter, c'est pas pour éviter, mais pour en tout cas faire le maximum pour éviter les cancers. Je sais pas si c'est très clair, mais les efforts sont beaucoup mis sur la prévention. Et pour accéder à ces dispositifs de prévention, c'est quoi? C'est des collaborations éventuellement avec des industriels présents notamment sur le secteur de la digitalisation où on pourrait Oui. créer des synergies de recherche. Oui, il y a les industriels, il y a beaucoup les instituts, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est en fait, il y a tout ce qui est institut type Max Planck, Fraunhofer, travaille beaucoup avec les industriels pour développer des nouveaux dispositifs. Et sur tout ce qui est prévention, surtout, c'est les assurances maladie. C'est eux qui vont, alors il y a qui vont faire les plans de promotion, de prévention. Merci beaucoup pour ces précisions. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vraiment personnelles par rapport à vos activités propres, et encore une fois, on est à votre entière disposition après le webinaire pour aller plus en détail. N'hésitez pas à vous rapprocher de Catel Joliffe ou de Nicolas Plantis, vos chargés d'affaires, qui se mettront en relation avec Mélanie aussi pour vous apporter des questions plus précises sur vos spécificités. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous après le webinaire. Mais là, je note dans l'immédiat la question de Sébastien et puis on vous répondra par mail rapidement. Oui. Merci. On passe au point suivant parce que je vois l'heure qui défile. Oui. Donc, un petit point sur la pratique des affaires. Tu as dit quelques mots déjà là-dessus. Mais... Oui, en fait, c'est juste qu'on oublie effectivement l'Allemagne est un pays voisin de la France, donc c'est un petit peu plus loin que la Bretagne, mais ça reste un pays voisin. Et du coup, mais par contre, on oublie que même si on est voisin, les Allemands ne fonctionnent pas du tout comme les Français, ça reste un pays nordique. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand on fait des affaires avec les Allemands. Et du coup, souvent, nous, on conseille de vraiment s'adapter à la culture allemande. D'un point de vue offre, donc adapter son offre, il faut entre guillemets se germaniser. Et surtout, c'est dans son discours, il faut être très direct et éviter les superflus. Les Allemands ne sont vraiment pas des latins. J'insiste sur ça. On est dans une communication qui est très très directe. Et surtout, on est sur des relations de travail qui sont basées sur la confiance et la fiabilité. En général, en Allemagne, on a une chance. C'est très rare qu'on en ait deux. Donc, parce que les Allemands travaillent beaucoup sur la confiance et sont très fidèles avec leurs partenaires des affaires. Et du coup, voilà, c'est vraiment important et il faut montrer qu'on est fiable et apporter tous les éléments qui permettent de rassurer les Allemands. Comme je l'ai dit, les Allemands n'aiment pas beaucoup prendre de risques, ils sont plutôt frileux quand ils ne connaissent pas. Donc, il faut vraiment rassurer, prouver qu'on est fiable et inspirer la confiance. Voilà. On a fini pour l'approche marché. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Donc, encore une fois, si vous avez des questions relatives au marché de la santé, n'hésitez pas à nous recontacter. On va passer donc à la présentation du secteur biotech et santé Bretagne. Je vais laisser la parole à Hélène. Oui, merci Karen. Alors, excuse-moi Hélène, je réponds juste à une question de Marwan. En recherche médicale, existe-t-il des plateformes publiques prestataires de services pour les unités publiques ou privées pour réaliser des analyses biologiques ou autres? En France, nous avons la mise en commun des plateformes type Biogène Ouest dans l'Ouest. Il faut que je regarde, mais il me semble que oui. Mais je vais regarder. Je répondrai. Je répondrai par mail parce que là, je vais regarder pour en plus donner les bonnes plateformes. Comme pour Sébastien Marwan, ouais. on va étudier la réponse et puis on vous recontacte par mail très rapidement. Merci. Pardon Hélène, je te laisse la parole. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Karen et merci pour cette invitation, ce webinaire très intéressant. Donc avec ma collègue Adeline, nous allons intervenir à deux voix et en fait on va très brièvement, moi je veux très rapidement vous présenter qui on est, mais je pense qu'un certain nombre de participants nous connaissent déjà, mais surtout on va vous présenter déjà quelques dispositifs qui vont faire écho à ce qu'a pu vous évoquer Mélanie, notamment pour accéder à ce marché allemand. Quelquefois la bonne solution c'est de démarrer par un partenariat technologique.
et il existe des dispositifs qui peuvent vous aider à aller vers ce type de partenariat. Et puis Adeline vous parlera aussi, vous expliquera aussi qu'on est en relation avec un certain nombre de clusters qu'a évoqué d'ailleurs Mélanie. Et vous verrez que là aussi, il existe des petits dispositifs qui peuvent vous aider à vous engager sur un premier partenariat, que ce soit business ou technologique. Donc, tout d'abord, quelques informations très rapides sur qui on est. Donc, nous, Biotech Santé Bretagne, nous sommes le centre d'innovation technologique en santé et biotechnologie donc en région. Et notre cœur de métier, c'est l'innovation et nous accompagnons les projets de R&D innovants qui adressent l'un des 7 marchés qui sont l'un des 7 marchés cités sur cette diapositive. Et pour ce qui concerne le marché de la santé, nous on le découpe en 4 grands thématiques, la e-santé, les technologies médicales, biotech pharma et la nutrition santé qui se retrouve maintenant sous l'item alimentaire. Diapositive suivante. Merci. Alors, qui nous sommes? Alors, nous sommes donc le centre de référence pour l'innovation en santé et biotechnologie en région Bretagne. Nous avons aussi une mission d'animation de ces 2 filières qui sont considérées comme des filières stratégiques par la région Bretagne. Nous avons donc plus de 30 ans d'activité en région et nous sommes issus du rapprochement de 2 crites historiques et certains d'entre vous nous connaissaient certainement sous nos précédents noms, à savoir pour nous dans le domaine de la santé ID2 Santé et pour le domaine des biotechnologies CBB K-Biotech. Et comme je vous l'ai dit en préambule, notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement des projets innovants qui sont portés majoritairement par des entreprises, mais aussi potentiellement venant de chercheurs ou aussi de professionnels de santé qui peuvent aussi avoir des projets innovants et qui souhaitent donc les mener jusqu'au bout. Nous avons aussi comme mission d'être le relais d'un pôle de compétitivité en santé qui est le pôle Atlampol Biothérapie et donc nous en sommes l'antenne bretonne. Nous sommes labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme cellule de diffusion technologique. Nous avons un label CIR et nous sommes financés essentiellement par des fonds publics. Là, vous voyez afficher nos principaux financeurs et notamment, vous voyez l'Europe, parce que vous verrez, mais Adeline va vous l'expliquer, nous sommes régulièrement partenaires de projets européens et comme nous sommes partenaires de projets européens, ce n'est pas pour notre propre compte en tant que cluster, mais plutôt au bénéfice de nos acteurs et en essayant justement de permettre à nos acteurs d'accéder à des dispositifs d'aide via ces projets européens. Et dans les autres financeurs, je ne l'ai pas précisé sur cette diapositive, nous avons bien sûr nos adhérents et aussi nous commençons à faire quelques prestations d'accompagnement. Diapositive suivante. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 30 ans d'expertise et concrètement, qu'est-ce que l'on peut apporter aux entreprises? Ça peut être du conseil ponctuel, souvent un premier conseil réglementaire ou un conseil technique. Nous avons aussi comme mission de vous faciliter les mises en relation avec d'autres partenaires industriels, académiques. Et dans les partenaires industriels, nous avons aussi un certain nombre de contacts avec des grands groupes pharma. Donc, on peut être aussi un moyen pour y accéder. Nous avons aussi la possibilité de vous mettre en relation avec des établissements de santé, voire aussi avec l'ARS, avec qui nous travaillons étroitement maintenant depuis quelques années. Et nous vous accompagnons dans l'ingénierie de projet, donc le montage de projets, que ce soit donc projet de R&D, je le redis bien, nous, notre clé d'entrée, c'est l'innovation. Donc, projet de R&D individuel ou collaboratif. Nous pouvons mener des études de faisabilité, identifier aussi les bons canaux de financement au travers d'une veille d'appel à projet, que ce soit au niveau régional, national ou européen. Nous pouvons faire de la veille réglementaire, scientifique, technologique, de la recherche documentaire et nous accompagnons aussi la structuration de projets structurants au niveau régional et nous avons un accompagnement spécifique à l'Europe et là, je laisserai Adeline tout à l'heure vous expliquer donc ce qu'elle peut vous proposer. Et juste donc quelques chiffres clés, voilà, vous voyez apparaître sur le bas de la diapositive. Voilà, nous menons à peu près 700 conseils personnalisés par an, nous accompagnons plus de 140 projets. Nous éditons à l'attention de nos adhérents des bulletins de veille, notamment donc ce que je vous disais, veille réglementaire, dans les domaines donc des TechMed, dans le domaine des biotech pharma et de la nutrition santé. Et nous avons plus de 160 adhérents à date. Et pour, je dirais, comme nous avons cette mission d'animer à la fois la filière santé et la
et à la fois la filière biotech. Nous avons aussi donc un rôle d'animation au travers de l'organisation de journées techniques et réglementaires, ou aussi de participation avec Bretagne Commerce International, ou aussi dans le cadre de notre mission en tant qu'antenne du pôle Atlan-Pôle Biothérapie, nous pouvons être sur des salons avec des délégations d'entreprises pour promouvoir les expertises de nos membres, de nos acteurs bretons. Et nous sommes en relation avec un certain nombre de réseaux nationaux et internationaux qui peuvent être aussi des clés d'entrée pour accéder à différents contacts. Je rebondis sur les salons justement sur lesquels alors vous fédérez et regroupez vos adhérents et nous en partenariat avec vous, on fédère les entreprises bretonnes sur certains salons professionnels santé à l'étranger. Je profite et je rebondis là-dessus parce qu'on a une question de Julien qui demande quels sont les grands salons pharma que l'on peut lui conseiller pour identifier et rencontrer des distributeurs locaux. Alors, Mélanie, tu as sûrement des tips là-dessus aussi. Alors, après, le grand salon Medica, évidemment, que tout le monde oui, il y a Medica qui est plutôt dispositifs médicaux, donc oui. pour la pharma, c'est pas forcément… Non, il y a le CPHI, mais je ne sais pas s'il se passe de temps en temps en Allemagne, le CPHI. Alors, il est prévu à Milan en 2021. Oui, 2021. Sinon, il est à Francfort, effectivement. Il se passe à Francfort, effectivement, le CPHI. Et après, il y a un salon plus local qui est Expofarm, qui est, mais plutôt sur la pharmacie pour les officines. Donc, c'est les pharmaciens, distributeurs en officine. J'espère qu'on a… Oui. Et sinon, alors c'est peut-être moins pertinent, mais il y a aussi le Bio Europe, où on peut avoir de la convention d'affaires et on peut accéder aussi à des distributeurs potentiellement. Voilà. Je passe au diapo suivant. Oui, juste avant de rentrer dans les dispositifs que l'on va vous présenter, notamment sur des partenariats technologique. Une petite diapositive sur notre rôle de relais du pôle Atlan-Pôle Biothérapie en région Bretagne. Donc, c'est un pôle de compétitivité en santé qui est donc ancré donc, sur l'ouest de la France, présente sur 3 régions, historiquement les Pays de la Loire, et il s'est élargi en 2014 à la région Bretagne et à la région Centre-Val de Loire. Et donc, c'est un pôle qui a plus de 200 membres. Il y a 26 acteurs bretons au jour d'aujourd'hui qui sont adhérents de ce pôle. Et comme tout pôle de compétitivité, son cœur de métier, c'est de labelliser des projets collaboratifs. Et les axes historiques du pôle se sont donc ouverts à 3 nouveaux axes depuis la dernière feuille de route, donc depuis maintenant 2 ans. Et donc, les axes historiques sont immunothérapie, médecine régénératrice, radiopharmaceutique, e-santé digitale, ça c'est un nouvel axe, nutrition clinique microbiote et santé animale. Et là aussi, c'est un moyen, comme pour nous, Biotech Santé Bretagne, mais aussi via le pôle de compétitivité, un accès aussi à des grands comptes pharma potentiellement, pour interagir avec eux. Parce que souvent, les big pharma, je rejoins ce que disait Mélanie, c'est vrai que les gros acteurs allemands ont une habitude de travailler avec des fournisseurs proches de chez eux, mais néanmoins, ils participent de plus en plus aussi à des événements type Open Innovation, où ils mettent en place aussi des accélérateurs. Par exemple, je pense à Boehringer, qui a son accélérateur Synapse en France, là, du côté de Lyon, et en lien avec un incubateur qui s'appelle Incubator. Donc, on a une antenne ici à Rennes. On peut avoir accès aussi à ce grand compte pharma allemand via cet accélérateur qui s'appelle Synapse. Si une entreprise bretonne veut s'intégrer dans un projet collaboratif, ou poser sa candidature, je présume qu'il faut vous contacter, mais peut-être qu'il y a sur votre site un listing des projets en cours ou des appels à expertise. Comment ça se passe? Non, alors là, généralement, le montage des projets se fait quand même de manière assez confidentielle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un appel dans le cadre des pôles de compétitivité, forcément un appel ouvert à compétences, mais c'est par rapport, nous, à notre connaissance justement des différents acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les entreprises. On a connaissance des pistes de projets qui peuvent naître d'un acteur et on essaye de construire avec lui le bon consortium pour l'amener à avoir un projet qui tienne la route et qui puisse derrière accéder à des aides publiques de financement de l'innovation. D'accord. Alors, Marwan souhaite intervenir. Votre micro est ouvert, Marwan. Merci.
J'ai une question un peu générale. J'ai entendu dire que les sociétés allemandes, et particulièrement dans les sociétés innovantes, y compris en pharma et biotech, avaient disons culturellement, une très grande force à arriver à capturer des fonds européens pour leurs projets. Et déjà, j'aimerais savoir si c'est un peu le sentiment que vous avez aussi en Europe sur le marché, sur les acteurs allemands, c'est leur capacité à capturer ces appels d'offres. Et d'autre part, sur ce premier point, j'ai également entendu que, vu que certains prérequis à ces appels d'offres étaient le fait d'avoir 2 pays, ça renforçait 2 voire 3 pays, ça renforçait les dossiers pour les appels d'offres. Est-ce que vous avez aussi cette perception que les entreprises et acteurs allemands ont tendance à chercher à tout prix sur un projet déjà identifié des acteurs hors Allemagne, type France? Alors, je laisserai Adeline compléter, mais clairement, oui, pour des dispositifs européens, comme il faut généralement ce prérequis d'un autre acteur, d'un autre pays, la France a toute sa place à nouer un partenariat, en effet, avec l'Allemagne. Après, je vous rejoins sur le constat que les Allemands sont nettement meilleurs que nous sur les projets européens. On a encore du travail à faire, hein. Mais voilà, justement, Adeline vous évoquera, il y a le réseau, on essaye de s'améliorer aussi au travers de la mise en place du réseau Noé en Bretagne pour accompagner au mieux les entreprises justement bretonnes qui souhaiteraient aller vers des appels à projets européens, sachant qu'il y a différents niveaux, hein, de dispositifs pour commencer une collaboration avec un partenaire allemand, et on n'est pas obligé d'emblée d'aller sur du H2020, hein, ou de l'Horizon Europe, voilà, mais il existe des dispositifs hauts type Eureka, où vous allez voir ce que va vous présenter Adeline au travers de Cascade Funding. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Adeline, si tu veux peut-être compléter ma réponse. Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'Allemagne, effectivement, les entreprises sont assez mobilisées dans les projets européens. Mais effectivement, après, on a un panel de types de projets très, très différents et de dispositifs très, très diversifiés, donc qui peuvent permettre d'avoir des projets plus bilatéraux, multilatéraux, avec 2 ou 3 partenaires de 3 pays différents. Donc, il y a vraiment énormément de dispositifs, donc ce serait un petit peu compliqué de tout évoquer ici. Mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et il y a un certain nombre de pistes, notamment dans le cadre de Cascade Funding et des projets Boost for Health Capitalisation, qui peuvent permettre effectivement de s'insérer dans des projets, et en tout cas de commencer à nouer effectivement des partenariats sur le marché allemand qui sont intéressants. Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose? Je veux juste rajouter d'un point de vue purement allemand aussi, il y a moins de financement. Les financements sont très faibles en Allemagne par l'État et les régions, et donc ils vont chercher du financement en Europe. Oui, tout à fait. Mélanie, vous avez complètement raison. C'est qu'en France, on a quand même un État, et au travers des collectivités aussi régionales, mais BPI et les collectivités régionales qui soutiennent quand même beaucoup l'innovation. Et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, où là, il n'y a que les financements européens qui peuvent être accessibles. Et donc, du coup, ça force aussi voilà, les acteurs à y aller. Merci beaucoup, très clair. Merci, Marwan. Donc là, je vais laisser la parole à ma collègue Adeline, qui est notre spécialiste justement des projets européens au sein de Biotech Santé Bretagne. Merci Hélène. Bonjour à tous, et donc merci de cette invitation pour intervenir aujourd'hui. Donc je vais vous parler de l'accompagnement effectivement à l'Europe de Biotech Santé Bretagne. Donc nous faisons partie d'un certain nombre de réseaux européens et internationaux sur le secteur effectivement de la santé et des biotech. Donc notamment le réseau Ecalliance, qui est plus ciblé sur tout ce qui est e-santé, le CEBR également pour effectivement le secteur des biorégions. On fait également partie de European Cluster Collaboration Platform, du cluster également Global Cosmetic Cluster ou European Biotechnology Network. Donc à travers ces différents réseaux, on glane de l'information sur les projets, sur les possibilités de financement. C'est aussi une manière pour nous de rechercher des partenaires et de faire connaître des projets qui pourraient être émergents au niveau de la Bretagne. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse activer ces différents réseaux de la manière la plus opportune. On fait partie du réseau Noé Bretagne, qui est un réseau effectivement porté par la région Bretagne notamment, et BDI et l'université, la DPE.
pour accompagner effectivement l'ensemble des acteurs de la santé, notamment et des biotech, mais voilà, et de l'ensemble des acteurs bretons, pour les aider à monter des projets européens. Donc très concrètement, c'est l'ensemble des acteurs qui montent des projets européens, donc aussi bien au niveau des clusters, des technopoles, etc., qui montent des projets donc multisecteurs, mais notamment dans le secteur santé et biotech. J'en profite pour dire qu'on organisera justement prochainement avec le réseau Noé un certain nombre d'ateliers effectivement sur le réseau, le programme Horizon Europe en début d'année, donc ça pourra être intéressant pour cibler des perspectives de financement pour vous. Si on peut passer, Karen, s'il te plaît, à la slide suivante. Alors concrètement, donc on peut vous permettre d'identifier des financements européens pertinents pour vous accompagner dans la recherche de financement et le montage de projets, vous aider à trouver des partenaires européens si vous avez déjà des projets en cours et en cours de constitution. On peut également promouvoir l'ensemble de vos innovations au sein de ces différents réseaux européens, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est effectivement une sorte de vitrine, si je puis dire, au niveau européen et au niveau international qu'on vous propose. Actuellement, on est partenaire de 2 projets européens, 2 projets Interreg. Un projet Intensive qui est axé sur l'accompagnement, en fait, l'identification des bonnes pratiques en matière de e-santé. Et donc assurer un transfert de compétences entre régions qui sont partenaires du projet. Donc on a 5 pays partenaires. C'est un projet coordonné par la Finlande avec effectivement Biotech Santé Bretagne pour la France. On a également des partenaires maltais et hongrois et espagnols. Donc l'idée c'est vraiment d'identifier des bonnes pratiques en matière de e-santé pour améliorer nos propres dispositifs en Bretagne et s'enrichir des pratiques de nos partenaires. On est également partenaire d'un autre projet Interreg Boost for Health Capitalisation, pour lequel je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, puisqu'on a effectivement un certain nombre de vouchers et de possibilités financières que l'on va vous proposer à compter de janvier 2021. Qui effectivement fait intervenir un certain nombre les acteurs des sciences du vivant pour leur permettre d'accéder à des nouveaux marchés à l'international et à développer de nouveaux partenariats pour leurs affaires. Si on peut passer le slide, voilà. Là, par contre, je repasserai la parole à Hélène sur cet appel à projet et je reviendrai pour expliciter les autres dispositifs. Oui. Merci Adeline. Donc là, ça va faire écho à ce que Mélanie vous expliquait tout à l'heure, à savoir que pour accéder à ce marché de la santé en Allemagne, un moyen qui peut être à activer, c'est peut-être d'établir un partenariat technologique et pour commencer. Et dans ce cadre-là, sachez qu'il y a un appel à projet qui est un appel à projet récurrent qui est opéré à la fois par BPI France ici pour les acteurs français et par son homologue ZIM donc en Allemagne. Et on en est, voyez, au 8e appel à projet, donc qui vise en fait à financer ou à aider dans le financement de projets d'innovation qui ciblent le développement de produits, de services ou de procédés industriels avec des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation. Donc, on n'est pas dédié santé, mais en tous les cas, voilà, c'est un appel à projet qui est ouvert à un consortium qui doit être composé à minima d'une entreprise allemande et d'une entreprise française, donc de moins de 2000 employés et qui présente donc dans le cadre du consortium une innovation, enfin une volonté de développer une innovation avec un fort potentiel de croissance. Et dans le cadre de ce consortium, il y a possibilité d'avoir un laboratoire de recherche public aussi comme partenaire. Il y a des contraintes par contre en termes de pourcentage de RH par rapport au pourcentage de RH total dans le cadre du projet. C'est-à-dire que le laboratoire de recherche doit être à moins de 50% des ETP totaux du projet, ou le laboratoire de recherche peut être aussi en tant que prestataire. Diapositive suivante. Donc, merci. Donc, juste pour vous préciser quelles sont les dépenses éligibles dans cet appel à projet donc BPI France ZIM, ce sont donc les travaux de recherche industrielle, le développement expérimental,
Par contre, les coûts d'industrialisation en tant que tels et de commercialisation ne sont pas éligibles. Et l'aide se présente, alors ce n'est pas malheureusement une subvention, mais c'est un prêt à taux zéro qui est remboursable en cas de succès technique, avec quand même des taux intéressants de 65% des coûts éligibles pour une PME et jusqu'à 50% pour une ETI. Ce dispositif est fait pour des projets d'une durée maximum de 3 ans. Et c'est un appel à projet donc, qui vient de s'ouvrir et qui, le 15 novembre dernier, et qui se clôturera le 15 juin 2021. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de BPI ou à revenir aussi vers nous, sachant que si vous avez déjà identifié un partenaire, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à lui en parler, un partenaire allemand, n'hésitez pas à lui en parler pour savoir s'il y a matière à répondre à ce dispositif, ou sinon, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous avec une précision de quelle typologie de partenaires vous pourriez rechercher. Et nous, en activant via nos contacts, via les clusters avec lesquels on est en contact en Allemagne, on peut peut-être essayer de vous identifier un acteur qui pourrait potentiellement travailler avec vous et répondre à ce dispositif avec vous. Alors maintenant, je vais… Oui, pardon. Je vais poursuivre avec donc, une petite présentation rapide sur le Cascade Funding, pour que vous ayez une idée, une vision globale de ce type de dispositif, qui sont souvent assez méconnus en fait. Et justement, à travers les différents réseaux et nos liens avec les différents partenaires dans lesquels on est, et notamment l'implication dans le réseau Noé, on a accès effectivement à un certain nombre d'informations. Alors, qu'est-ce que le Cascade Funding? Ce sont des financements européens qui ne sont pas directement gérés par la Commission ou par les agences exécutives, mais qui vont découler en fait de projets européens qui ont déjà décroché des financements et qui sont en fait gérés par des clusters ou des agences de développement qui effectivement gèrent des projets. Souvent, ce sont des financements qui découlent de projets H2020. Donc, bien souvent, il y a des projets InnoSup ou COSME, donc avec des appels qui sont thématiques. Et dès que l'on a effectivement ce projet, il y a un certain nombre d'appels à projets qui vont être lancés. Et donc, une partie du budget de ces projets va être réservée pour ce que l'on appelle des vouchers, donc des financements en fait sous forme de coupons pour financer un certain nombre d'activités qui vont varier d'un projet à l'autre. Mais par exemple, dans le cadre des InnoSup, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 niveau des projets effectivement assez conséquents à 3 ou 4 millions d'euros, donc où on est à des financements à 80%. Alors, quelle est la gestion? Donc, comme je le disais, on a effectivement un projet mère qui a décroché un financement, et ensuite, on va avoir un dispositif un petit peu plus flexible sous forme de vouchers qui vont permettre de financer donc des projets. Si on peut passer la slide suivante. Quelles sont donc effectivement les caractéristiques d'un voucher? Donc ce sont des vouchers, par exemple InnoSup, qui vont être publiés sur un site web, des projets en l'occurrence qui ont décroché le financement. Si vous allez voir sur le site suivant, Participant Portal H2020, voilà, vous trouverez un certain nombre de types de vouchers en cours. Souvent c'est pendant 2 mois minimum, avec des financements qui vont viser majoritairement les PME et les startups. Donc ces financements sont parfois assez restreints géographiquement, donc tout dépend effectivement des projets, et souvent restreints aussi aux membres d'une association. Donc ils vont prendre la forme de forfait ou d'appel à propositions thématiques, tout dépend des projets. Et souvent, les actions qui sont soutenues, ça va être des prototypages, des tests en usage réel, des actions de réseautage interrégionaux ou grands comptes, effectivement, des actions qui vont soutenir des phases d'accélération, d'incubation, l'accès également à de nouveaux marchés par effectivement la réalisation d'études de faisabilité ou le financement de déplacements pour vous permettre effectivement de vous renseigner sur un marché sur lequel vous souhaitez développer vos activités, ou l'accès à des plateformes pour effectuer un certain nombre de démonstrations. Si on peut, voilà.
Donc, quelles sont les caractéristiques de voucher? Toujours, donc, ce sont des forfaits qui vont vous permettre de participer à des actions dans le cadre d'un projet, de renforcer un soutien. Souvent, donc, dans le cadre des appels à projets thématiques, il s'agit de projets relativement courts, entre 6 et 18 mois. Soit seul, soit en consortium, entre 2 et 3 partenaires, donc tout dépend du projet, avec effectivement donc des modalités de dépôt assez simplifiées, donc ce qui est intéressant parce qu'on connaît toute la complexité parfois pour déposer des projets, rédiger, etc. Ça prend énormément de temps. Dans le cas du cascade funding, effectivement, ce sont des procédures bien plus simples, avec 10 pages en moyenne à remplir pour effectivement pouvoir postuler et obtenir les possibilités de financement à travers ces vouchers, avec des évaluations assez rapides qui se font au sein du consortium entre les partenaires qui sont effectivement dans le projet. Donc souvent on a une phase de contractualisation avec le consortium et puis un système de remontée de dépenses qui va être simplifié où effectivement des coûts de personnel, matériel ou de frais de voyage vont être pris en charge. Donc en général on est dans des dotations qui peuvent aller entre 30 000 à 180 000 euros par partenaire, notamment dans le cadre des INOSUP. Et on peut vraiment avoir, ça peut être très très variable d'un projet à l'autre. Et souvent, on a 2 appels à projets dans le cadre d'un projet qui interviennent. Mais ça, pour une fois, ça peut varier d'un projet quand même à l'autre. Si on peut passer, voilà. Alors là, je vais mettre plus le focus sur un projet que l'on gère, donc, comme je disais tout à l'heure, à Biotech Santé Bretagne, qui est le projet Bousforels Capitalisation, qui est le projet mère, comme on dit, et qui effectivement va permettre d'ouvrir à partir de janvier des appels à projets dans le cadre de vouchers pour soutenir un certain nombre d'actions pour les PME du secteur des sciences des vivants. Si on peut passer la slide suivante, Karen. Merci. Notre partenariat, donc effectivement, c'est un projet Interreg qui regroupe 11 partenaires issus de 7 pays différents. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons effectivement les Pays-Bas qui sont coordinateurs du projet, avec également des partenaires en Allemagne. On a BioRegio Stern qui a été évoqué tout à l'heure, qui est partenaire à Stuttgart, et MedLife pour la secteur de Aachen. En Royaume-Uni, donc on a le Kent qui est présent. On retrouve également des partenaires belges avec la Wallonie. En France, donc Biotech Santé Bretagne, Atlampol Biothérapie et Eurasanté sont partenaires du projet. En Espagne, on retrouve effectivement Biocat et la Fondation BioRegio pour la Catalogne. Et en Irlande, avec OSBIC qui soutient un certain nombre d'activités de développement économique, toutes les régions sont concernées. Donc un beau consortium. Si on peut passer sur la slide suivante. Voilà. Ils sont concernés, donc, j'expliciterai tout à l'heure, mais effectivement, les PME qui sont issues les startups qui sont issues des régions, des partenaires que j'évoquais tout à l'heure, peuvent participer et peuvent se mettre en relation avec des fournisseurs de services qui sont présents dans toute cette zone du Nord-Ouest Europe. Donc, ça ouvre pas mal de champs et de perspectives pour développer des beaux partenariats à l'international. Alors, rapidement, quel est effectivement l'objectif du projet et la typologie des acteurs qui peuvent être concernés? Donc, c'est avant tout un dispositif qui permet de soutenir la croissance et le développement à l'international ou au niveau européen des PME santé innovantes, que ce soit des secteurs biotech, medtech, au niveau des outils de diagnostic, des thérapies, des DM, du secteur pharmaceutique ou digital et de la nutrition. Et donc, PME ou start-up. Donc, l'idée, c'est effectivement de soutenir, dans notre cas, une PME bretonne ou une start-up bretonne
pour lui permettre de développer un partenariat avec un service provider, donc un fournisseur de services, qui sera situé dans la zone de l'espace nord-ouest, et de favoriser ainsi le développement d'une activité internationale. Et donc, ces partenaires sont présents donc, dans la zone espace nord-ouest, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce sont des activités qui vont être financées dans le cadre du FEDER, puisque c'est un projet Interreg, et qui vont vous permettre, par exemple, de participer à des événements internationaux de matchmaking, donc que ce soit des activités en réel ou virtuel, puisqu'on a dû s'adapter avec le Covid, qui va vous permettre également de recruter des experts, de réaliser des études de faisabilité ou de marché, de manière à pouvoir accéder à de nouveaux marchés internationaux et notamment au marché allemand. En termes de montant, donc ce sont dans le cadre de ce projet des vouchers d'un montant assez limité quand même. On est à des montants de 500 € et 1 500 €. Et ça peut être une première étape pour après, effectivement, développer des partenariats avec le marché allemand. Et ces vouchers, ils seront disponibles à partir du mois de janvier tout au long de l'année 2021 jusqu'à fin décembre 2021 pour vous permettre effectivement de développer vos activités à l'international. Donc, on a 2 types de vouchers qui vont être mis en œuvre pour vous accompagner. Ce qu'on appelle tout d'abord des connection vouchers, qui vont être en fait des vouchers qui vont vous permettre soit de participer à un événement en live, si je puis dire, soit en ligne. Donc, à ce moment-là, on prendra en charge les frais de transport ou les frais d'inscription pour participer à un événement international. Et tout à l'heure, je vous montrerai, mais il y a effectivement un certain nombre sur notre site web d'événements internationaux justement qui sont préidentifiés et pour lesquels vous pouvez tout à fait participer. Et on essaiera de vous accompagner pour prendre en charge un certain nombre de frais. Il y a également des support vouchers qui, cette fois-ci, interviennent à hauteur de 1 500 €. Qui vont vous permettre effectivement soit de recruter un consultant ou un expert sur le marché que vous ciblez pour effectivement réaliser des études de marché, des études de faisabilité, ou alors de participer à des ateliers, à des formations en ligne, voire donc à recruter des experts pour effectivement vous accompagner. Alors ça peut être pour obtenir davantage d'expertise, notamment sur la réglementation européenne, ou pour obtenir des informations sur les financements internationaux, pour intervenir sur les aspects plutôt liés à la validation des produits. Donc vraiment c'est assez large. La condition que l'on a pour effectivement octroyer ces vouchers, c'est effectivement qu'il n'y ait pas eu de coopération proche entre la PME et le fournisseur de services pendant les 2 années précédant la candidature, de façon à pouvoir assurer un certain turnover, si je puis dire, au niveau des PME qu'on accompagne. Et donc pour cette année 2021, on aura 10 vouchers par partenaire à distribuer pour accompagner nos PME bretonnes. Voilà, donc je vous conseille, donc à partir de janvier 2021, tous les formulaires seront mis en ligne sur notre site web Boost for Health. Il sera donc en ligne. Si on peut passer là. Voilà. Donc là, si je vous invite à aller voir sur notre site web du projet directement pour vous donner une meilleure idée des services providers auxquels vous pouvez, justement, avec qui vous pouvez vous mettre en contact via notre projet. Et ensuite à revenir vers moi pour avoir plus d'informations et voir s'il y a un projet de développement à l'international, notamment sur le marché allemand, que l'on peut accompagner à travers des vouchers. Si on peut passer, là, je vous ai mis à titre informatif quelques acteurs allemands impliqués comme fournisseurs de services et déjà préidentifiés dans notre plateforme. Donc, pour trouver des gros fournisseurs de services qui sont présents sur le marché allemand. Et donc, quelques événements préidentifiés, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont mis en ligne sur le site web du projet directement, parmi lesquels, effectivement, Future Health, Bio Europe, Health Plus Care, MedTech Expo, Medica, Genesis, et il y en a bien d'autres. Donc, je vous invite à aller effectivement sur le site web pour regarder, et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur ce projet et vous accompagner dans vos développements internationaux, notamment sur le marché allemand. Merci. Merci beaucoup, Adeline. N'hésitez pas.
Merci à toutes et à tous. On a un peu débordé sur le timing. Je suis navrée, mais bon, en même temps, encore une fois, on a eu beaucoup de choses à vous dire. Et puis, les informations apportées cet après-midi étaient importantes et méritaient vraiment qu'on s'y attarde. On arrive à la fin de ce webinaire. Je le répète encore, mais on est à votre entière disposition pour aller plus de l'avant et puis vous apporter plus de détails par rapport à vos activités propres. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Catel Joliffe pour qui est chargé d'affaires à BCI en bien de conso santé et Nicolas Plantis, chargé d'affaires BCI aussi, plutôt sur la partie e-santé numérique. Je vous ai remis ici les coordonnées complètes donc, de nos 3 intervenantes. Merci beaucoup à toutes les 3 pour votre concours et le succès de ce webinaire. Merci pour votre travail et les informations apportées. Et puis, merci à toutes et à tous, entreprises qui ont participé cet après-midi à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter, on est à votre service. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Le prochain rendez-vous, avant de nous quitter, le prochain rendez-vous webinaire e-santé que je vous propose, c'est le 21 janvier, à l'occasion de la semaine Maghreb. Je vous propose un nouveau webinaire santé e-santé, Algérie, Maroc, toujours en partenariat avec Biotech Santé Bretagne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai envoyé le mailing d'invitation ce matin. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous inscrire à ce nouveau webinaire sur la santé et la e-santé. Et sinon, tous les autres webinaires donc, sont à votre disposition dans l'agenda sur notre site web. Je vous laisse, il est temps. Merci pour votre temps précieux. À très bientôt. Karen. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.